Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un ancien ministre de la Guinée équatoriale. Il est promoteur de la Force démocratique républicaine, un parti politique de l'opposition. Il s'appelle Guillermo Nguema et là, cher invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, comment se porte votre pays aujourd'hui, la Guinée équatoriale? Bon, je crois que la description peut être longue, mais je vais... On va ramasser, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps dans cette émission, on ira juste à l'essentiel. Oui, je vais résumer ça dans quelques mots. Oui. La Guinée équatoriale, c'est un pays qui a eu dernièrement d'énormes ressources provenant des recettes de pétrole. On est entré en récession, il y a d'énormes problèmes en ce qui concerne le licenciement de travailler dans des entreprises de grands travaux. La Guinée équatoriale, c'est un pays qu'aujourd'hui, il y a d'énormes problèmes d'intolérance au niveau de la vie en commun. La Guinée équatoriale, c'est un pays où la loi ne se respecte pas, où la volonté des individus qui régit la vie en commun des Équato-Guinéens. La Guinée équatoriale, c'est un pays où la liberté de presse est séquestrée. Et la Guinée équatoriale, c'est un pays aujourd'hui où la culture démocratique est absente. Vous voulez me dire que le pays va mal? Le pluralisme n'existe pas. On voit quand même de grands signaux. Comme quel? Le fait d'avoir amnistié les opposants. Un seul opposant qui a été amnistié, le nom, je voudrais écouter le nom. De toute façon, il y a certaines personnes qui vivaient à l'étranger qui sont obligées de rentrer, non? Qui sont rentrées récemment, non? Oui, mais ce n'est pas à cause de l'amnistie. Ils ont eu la volonté de rentrer, ils ont rentré. Mais ils auraient pu être inquiétés. Pourquoi? Si tant est que le pouvoir leur en voulait, et c'est pour cela qu'ils sont réfugiés à l'étranger. Surtout, j'en connais un qui a fait 13 années quand même à l'étranger et qui est rentré librement dans son pays et aujourd'hui n'est pas inquiété. Il a même pris part au dialogue national. Oui, aucune des personnes qui sont rentrées n'avait pas tellement de problèmes de poursuite au niveau judiciaire. C'est-à-dire qu'ils pouvaient à n'importe quel moment rendre au pays. Mais aujourd'hui, il y a une loi d'amnistie. Mais si ceux qui sont à l'étranger ne rentrent pas, on ne pourra jamais savoir si l'amnistie elle est sincère ou pas. Est-ce que vous avez lu le texte de la loi là? Mais est-ce que ça dit autre chose que ce que je suis en train de dire? Oui, ça dit autre chose. Alors, ça dit quoi concrètement? On a eu une loi qui était promulguée en 1993, je crois. Cette loi-là est assez explicite. Alors qu'aujourd'hui, on a eu un décret, pas une loi. Un décret qui est très très pauvre dans son exposé. Contenu. On est arrivé même à voir la Commission des droits de l'homme demander au gouvernement de la Guinée équatoriale de dresser la liste des gens qui sont concernés par cette amnistie. On n'a pas eu cette liste. Moi, je voudrais, vous êtes ici, demander au gouvernement... Ici, c'est la Guinée équatoriale, oui. Oui, demander au gouvernement qui est le bénéficiaire de cette amnistie. Mais qu'est-ce que vous voulez insinuer concrètement? Qu'il n'y a pas de personnes qui vont en exil? Oui, mais la plupart des gens sont restés. Oui, mais à qui la faute dans ce cas? À la faute au gouvernement ou à la faute à ceux qui n'ont pas voulu saisir? Non, l'amnistie n'était pas claire. C'est ça que je peux vous dire. Et après, il y a des prisonniers qui sont à l'intérieur du pays qui n'ont pas été libérés après cette amnistie. Les prisonniers politiques, vous voulez dire, s'il y en a? Ou bien les prisonniers de droit commun? Prisonniers politiques. Politiques. Donc il y en a? Il y en a parce qu'on entend par prisonniers politiques ce que la loi dont je vous ai parlé de 93 a défini comme des prisonniers politiques. Est-ce que quand un individu choisit de porter atteinte à la sûreté de l'État, selon vous, il est un prisonnier politique quand on l'arrête ou bien il est un prisonnier de droit commun? La définition est claire là-dessus. Je vous dis qu'il y a une loi qui a défini ça clairement. C'est un prisonnier politique. Donc ils doivent être concernés également par la loi d'amnistie. Parce que c'est ce que la loi définit. Oui, mais justement, est-ce que ce n'était pas une très belle occasion, le dialogue national, pour évoquer tous ces problèmes-là et que vous mettiez sur la table vos objections? On les a évoqués longuement. Parce qu'on a eu un huis clos avec la délégation du gouvernement qui n'a pas voulu entendre nos revendications. Vos revendications étaient quoi concrètement? Nous avions une idée de ce qui devait supposer un dialogue politique. Alors,
le président de la République convoque une table de dialogue, alors qu'on devait s'asseoir d'abord avec la partie du gouvernement pour mettre ensemble en commun un ordre de jour. On ne l'a pas fait. Ça, c'est de un. Encore, mon parti, je veux vous dire que mon parti a présenté son dossier depuis presque 20 ans. Dossier d'accréditation, de légalisation. De légalisation. Oui, pour qu'on vous accepte comme parti politique ici en Guinée équatoriale. 20 ans après avoir réuni toutes les conditions établies par la loi. Vous êtes sûr que vous remplissez toutes les conditions? Si vous voulez, je vous les montre. Mais quelle est la raison qu'avance le gouvernement pour ne pas légaliser votre parti? Il faut leur demander. Ils ne vous l'ont pas dit? Non, ils n'ont rien dit. Parce que s'il y a refus, ils doivent motiver. Oui. Mais ils n'ont rien dit, alors que la loi est là. Voilà. Vous dérangez tant, vous qui avez travaillé dans le gouvernement de par le passé. C'est pas moi. Non, peut-être que vous savez que, non, certainement, on me reproche telle situation. Moi, je suis citoyen libre équatorien. La loi dit clairement qui peut fonder un parti politique en Guinée équatoriale. Et vous remplacez toutes les conditions. Je crois que j'ai réuni les conditions avec tous les autres cofondateurs. Même ici maintenant, avant l'ouverture de la table de dialogue, on a présenté un nouveau dossier. Je vous dis que les services de l'administration n'ont même pas osé apprendre nos dossiers. Contrairement aux autres opposants, vous avez une spécificité, c'est que vous avez été au gouvernement à un moment donné. Ça veut dire qu'on vous reconnaît des valeurs et vous avez apporté quand même votre contribution à la construction du pays. Beaucoup. Mais je voulais vous demander, au moment où vous étiez aux affaires, est-ce que les choses se passaient autrement? Est-ce qu'il y avait plus de démocratie quand vous étiez dans le gouvernement? Bon, on ne peut pas dire, on ne peut pas faire cette comparaison de plus ou moins de démocratie. Oui, mais vous savez pourquoi je vous pose cette question? Oui, dis-moi. Je pose la question parce que je me dis, on serait tenté de dire que oui, parce qu'on vous a sorti du gouvernement, vous êtes mécontent. C'est moi-même qui ai sorti. Vous avez démissionné? Oui. Vous avez démissionné pourquoi? Pour un harcèlement. Qui vous harcelait? Peut-être le président de la République va dire, ah non, je ne l'ai jamais harcelé, il n'a qu'à me donner les éléments comme quoi je l'ai harcelé. Mais ce n'est pas le président qui existe seul dans ce pays. Mais ce n'est pas non plus un citoyen de la rue qui va m'harceler pour me encore que vous étiez ministre et pas n'importe lequel, vous êtes quand même à des postes stratégiques, ministre des Finances à un moment donné. Vous avez été même président du Conseil économique et social de ce pays. Vous savez que j'ai fait 10 ans dans la prison de Blabitch. 10 ans. 10 ans? 10 ans. Ça se dit vite, mais c'est une vie d'une personne. On vous reprochait quoi? 10 ans. J'étais opposant, simplement. On m'a condamné ces 2-3 fois, mais dans les dossiers, personne ne peut vous montrer réellement que j'ai fait quelque chose pour être emprisonné. Mais quand vous observez votre pays aujourd'hui, parce que le temps passe, le monde évolue, votre pays aussi évolue, non? Oui, ça évolue. Oui, dans le bon sens, bien entendu. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient en Guinée équatoriale, on voit ces immeubles, ces infrastructures qui sortent de terre. Qui se bénéficient de la cité des Sipopos? C'est les Équato-Guinéens qui ne veulent pas aller habiter les villas. Il y a là un problème de politique de logement. Parce qu'il y a des couches très pauvres de la population qui ne peuvent pas payer le coût de ces logements. Alors qu'on devait faire... Donc ce n'est vraiment pas social. Ce n'est pas de logement social, ça. Et après... Quand on construit des logements sociaux, la manière d'établir le calendrier de paiement, ça doit être quelque chose qui facilite d'ailleurs que les gens accèdent à ce logement. Or maintenant, ce n'est pas que des riches qui peuvent accéder à ces logements. On a construit des autres logements dans le quartier Bonne-Espérance, mais vous arrivez là-bas, faites une enquête, et vous verrez que ce n'est pas des pauvres qui se logent là-bas. La Guinée équatoriale va organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quand vous avez appris la nouvelle, vous avez applaudi? Bon, il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est une nouvelle qui ne m'a pas agacé du tout. Pourquoi? Parce qu'on connaît qu'ici en Afrique, le Maroc est plus avancé que nous en termes d'infrastructures de santé. Oui. Le Maroc a refusé d'abriter cette édition de la Coupe d'Afrique et nous l'avons accepté. C'est-à-dire que c'est un risque énorme pour les populations de ce pays. Oui. Et demandons Dieu
que rien ne nous arrive. De toute façon, si le gouvernement a pu librement accepter d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, certainement qu'elle a pris les dispositions pour protéger sa population contre cette maladie Ebola qui sévit aujourd'hui. Quand est-ce que le gouvernement a pris les dispositions? Parce que M. Issa Yatou est arrivé et au sortir de l'audience, on a annoncé que la Guinée équatoriale a accepté. C'est maintenant qu'on essaye de mettre sur pied quelques infrastructures de santé pour prévenir. Mais ce que nous disons, vous voyez ici même, on n'a pas un laboratoire pour faire des analyses et pour détecter le virus. Mais c'est des choses qui peuvent se faire très vite avant l'organisation de la compétition. Ouais, il faut le faire. On disait qu'on va contacter avec je ne sais pas quel laboratoire en France-Ville pour voir si on peut leur, en cas de besoin, on peut leur envoyer des... C'est pas ça que doit se faire. On peut avoir quelques bénéfices, entre guillemets. Oui, de gros bénéfices, non, parce que tout pays qui organise la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je dis en termes d'infrastructures de santé. Oui. Moi, je ne parle pas d'autres bénéfices. C'est peut-être l'occasion pour le gouvernement de mettre en place les infrastructures de santé. Oui. C'est cela que c'est ce que vous souhaitez. C'est ça que je dis vraiment, que c'est le seul bénéfice que nous pouvons avoir de cette coupe. Merci beaucoup, Monsieur Guillermo Nguema est là. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes promoteur de la Force démocratique et républicaine, un parti d'opposition ici en Guinée équatoriale. C'était un plaisir pour nous de vous avoir eu sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup d'être toujours là en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.